À 05h30 pétante, le grand méchant boss du niveau, une corvette russe de classe Bouyan M, pataugeait tranquillement dans la mer d'Azov. Ces génies préparaient leurs 8 missiles de croisière calibre pour frapper l'Ukraine comme de vrais méchants de pacotille. L'équipage de ce mastodonte de 949 tonnes se croyait bien à l'abri dans sa petite zone sécurisée. Quelle naïveté touchante. Totalement inconscient qu'ils étaient spotés depuis 45 bonnes minutes. Un vrai comportement de PNJ. Et devinez par qui? Une meute de 7 drones de frappe ukrainiens à longue portée. Les vrais protagonistes de cette histoire. Dans exactement 180 secondes, leur petite patrouille matinale allait se transformer en un véritable tutoriel de tir naval asymétrique. Le drone de tête, notre personnage principal, une unité kamikaze Rubaka modifiée pour l'occasion, a lâché les gaz à 400 km/h, franchissant la côte comme une fusée sous stéroïdes, ce qui a instantanément réveillé les capteurs d'un checkpoint russe. Oups, l'alarme du donjon a sonné. Le calme plat du matin a été pulvérisé par un déluge de tirs antiaériens de 23 mm. Ça commençait à chauffer. Des torrents de balles traçantes ont illuminé le ciel de l'aube comme un feu d'artifice complètement raté. Chaque obus explosif avait assez de jus pour réduire notre pauvre drone en confetti de carbone. Le game over était tout proche. Mais les artilleurs russes avaient séché les cours de physique et ça allait leur coûter très cher. Ces braves gars tiraient sur le bruit du moteur, grave erreur de débutant. À 400 km/h, notre petit bolide était déjà 300 mètres plus loin que son propre son. Trop lent les mecs. Le tireur balayait la zone en suivant le bourdonnement, le doux chant de ce moteur à essence trafiqué. Mais notre Rubaka de tête a fait une esquive brutale sur la gauche, poussant son moteur dans les tours max pour un dash parfait. Et il a tracé hors de la zone de mort bien avant que le lourd canon ne puisse le suivre. Esquive de niveau max activée. Bon, notre héros avait survécu, hurrah, mais il venait de déclencher un mode survie infernal pour tout le reste de l'équipe. La pétarade avait réveillé toutes les défenses anti-aériennes. Dans un foutu rayon de 10 km, la map entière était en rouge. Et les messages de panique inondaient déjà leur petit groupe Telegram chiffré. Ça spammait fort dans le chat. Bien plus vite que leur réseau radio officiel éclaté ne pouvait même les traiter. La magie des réseaux sociaux, les amis. L'effet de surprise, l'atout numéro 1 du joueur, venait de partir en fumée. Mode furtif, désactivé. Sur l'écran du pilote, planqué dans son bunker à 300 km de là, le stress montait d'un cran. Le flux vidéo s'est soudainement noyé sous les parasites. La faute à des lignes à haute tension surprise, qui étaient restées invisibles dans l'obscurité du décor jusqu'à l'ultime seconde. Le fameux piège vicieux des développeurs. Le drone a cabré avec l'énergie du désespoir, son ventre frôlant de seulement 2 petits mètres, 110 000 volts d'électricité pure et dure. Ça aurait fait un sacré barbecue électrique. Pendant 3 longues secondes de sueur froide, tous les instruments de la base ont complètement pété un câble. Le champ magnétique de ces maudites lignes a fait tourner la boussole numérique comme une toupie folle. Pendant que l'écran vomissait de la neige grise, le pilote conduisait littéralement à l'aveugle, les yeux fermés, sans les mains. Se fiant uniquement à sa mémoire musculaire de tryharder et à la dernière position connue de son bébé, quand l'image est revenue, surprise, une tour radio massive surgissait des ténèbres pour lui faire un gros câlin. En plein sur sa trajectoire, avec des millisecondes pour réagir, le pilote a donné un coup de volant brutal à gauche. Esquivant les câbles d'acier de quelques centimètres à peine, il a failli y laisser sa carrosserie. Juste derrière notre Rubaka de tête, 2 autres drones suivaient, à 30 secondes d'intervalle. Le groupe de soutien arrivait. Profitant du bazar monstre créé par le premier pour se glisser dans le périmètre ni vu ni connu. C'est ça le travail d'équipe. C'était les variants Plans, la classe assassin du groupe, conçue spécialement pour rendre les radars du navire totalement aveugles. Juste après, 4 munitions Rhodes Bobber ont pris la route du nord, sacrifiant leur vitesse pour un maximum de dégâts, les tanks de l'équipe. Ces gros bébés transportaient des ogives ultra lourdes. Le genre de cadeau conçu pour briser la coque d'un navire en 2. Ils étaient le foutu marteau divin, prêt à écraser la cible une fois que les lances auraient pété le bouclier. Mais bon, les alertes Telegram avaient voyagé plus vite que nos drones, les notifications push, ce fléau moderne. Alors qu'ils approchaient du 2e anneau défensif, le niveau de difficulté allait encore grimper en flèche.
Un système de guerre électronique, Repellent 1, s'est éveillé. Le mini-boss de la zone venait d'ancrer dans l'arène. Et boum, silence radio. L'ennemi vient de nous balancer 400 watts de pur spam électromagnétique dans la face. L'écran du drone bobber principal a planté net, sa connexion totalement pulvérisée par ce mur de brouillage intensif. Mais attendez, nos génies ukrainiens avaient déjà anticipé ce petit coup bas. À la milliseconde exacte où le ping a craché vers le néon, l'ordinateur de bord du drone a activé son mode berserk et basculé en D-Dash terminal autonome. Plus de signal? Pas de problème. S'appuyant uniquement sur ses capteurs internes et sa vision optique, notre machine a continué de fendre cette tempête numérique complètement à l'aveugle. 3 minutes de sueur froide plus tard, le drone est sorti de cette zone de silence et bam, le flux vidéo est revenu miraculeusement à la vie. Trajectoire absolument parfaite, moins de 12 mètres de dérive sur une distance de 5 km. Mais on a fêté ça un peu trop vite. Droit devant, un blindé de transport BTR 82 campé sur l'autoroute comme un boss intermédiaire insupportable. Son canon automatique de 30 mm crachait déjà un véritable rideau de fer, transformant l'air en un pur enfer de shrapnel. Pas de panique, notre pilote au réflexe de félin a fait piquer le drone bobber direct vers la zone industrielle, rasant les toits comme un pro du parcours pour casser la ligne de vue de ce monstre d'acier. Sauf que ce foutu complexe industriel n'était pas vide du tout. Attirés par notre doux et délicat bruit de tondeuse à gazon volante, les fantassins russes ont jailli des bâtiments comme une armée de fourmis dans laquelle on venait de taper un grand coup. Le drone maintenait son altitude à 10 mètres de haut au millimètre près. Pourquoi? Parce qu'à cette hauteur, on exploitait le meilleur glitch de la carte. La courbure terrestre devenait notre cap d'invisibilité anti-radar. Un radar dernier cri capable de te spotter à 50 km en haute altitude. Tu deviens myope comme une taupe passé les 12 km si tu rases le sol. Les lois de la physique elles-mêmes servaient de bouclier divin contre leurs capteurs hors de prix. Mais la physique, aussi cool soit-elle, ça ne protège absolument pas contre une pluie de balles perdues. Nos drones slalomaient dans des couloirs de survie invisibles pendant que des dizaines de soldats vidaient leurs chargeurs au hasard, priant pour faire un tir critique. Sauf que les lois des probabilités sont cruelles et ne mentent jamais. Même avec 0,01% de chance de toucher, ce satané spam de balles concentrées a fini par trouver sa cible. Coup critique, le troisième drone Rubaka a commencé à vriller direct vers un parking en béton. Son ogive a explosé à l'impact, balayant tout le complexe avec une monstrueuse onde de choc destructrice. Bilan des courses, il ne nous restait que 2 bobbers et 2 Rubaka en jeu. Plus le droit au game over. Si on perdait encore une seule machine, on pouvait dire adieu à notre quête de couler leur corvette. Alors que le Rubaka de tête franchissait l'ultime crête avant l'océan, l'écran du pilote s'est rempli d'une silhouette cauchemardesque qui n'avait absolument rien à foutre là. Les services de renseignement s'étaient plantés dans les grandes largeurs. Ce n'était pas une vieille relique soviétique qui gardait la côte, mais une batterie anti-aérienne ultra moderne Pantsir S1. Le chronomètre tournait. 4 secondes, c'était tout ce que le pilote avait pour prendre une décision vitale. 4 secondes pour trouver un miracle tactique où c'était le wipe total de notre escouade de drones. Le boss final n'a pas rigolé et a balancé 6 missiles simultanément. Mais attention, pas de la camelote standard. Il s'agissait des tout nouveaux intercepteurs Pantsir SM spécialement forgés pour chasser du drone. Le genre de joujou développé dans la haine absolue, juste après que nos quadricoptères de supermarché aient humilié leur défense l'année précédente. Chaque missile ne pesait que 12 kg sur la balance, mais embarquait 200 sphères de tungstène cachées dans une ogive à fragmentation perfide. Leur but? Créer une zone de mort en forme de beignet, le piège mortel ultime pour tout petit UAV en approche. À la détonation, ces billes diaboliques allaient jaillir à 1800 mètres par seconde, générant un nuage mortel de 10 mètres de diamètre, prêt à déchiqueter nos fragiles ailes en composite comme du vulgaire papier mâché. En vrai tryharder, l'opérateur du Pantsir a utilisé la redoutable technique d'engagement en échelle, étageant ses tirs de missiles à 50 mètres, puis à 30 mètres d'altitude pour nous bloquer la moindre échappatoire, et sur 10 mètres, créant ainsi une véritable boîte de la mort en 3 dimensions. Spoiler, personne ne veut y entrer. Et devinez quoi? Notre pauvre petit drone devait foncer pile au travers de ce cauchemar absolu. Mais le pilote du Rubaka était un vrai tryhard de la guerre. Il avait potassé le manuel de l'ennemi comme un dingue. Il connaissait la faille critique du boss. Un délai d'armement d'1,2 seconde après le tir. Le cheat code parfait.
Une sécurité censée éviter que le missile ne pète au visage de sa propre équipe. Sympa de leur part, non? Sauf qu'à 432 km/h, notre petit bolide avalait 144 mètres pendant cette ridicule 2 secondes. Dès que notre pilote au sang-froid légendaire a vu les missiles s'illuminer, il a écrasé sa manette vers l'avant avec un grand sourire aux lèvres, faisant plonger le drone droit sur le blindé ennemi. Un jeu du poulet totalement suicidaire mais tellement stylé. Les missiles d'interception ont filé juste au-dessus, leur fusée de proximité toujours en mode jeu d'or. Incapable de faire boum, même si le drone leur rasait littéralement les moustaches au passage. Au moment où les foutus missiles se sont enfin réveillés et armés, le Rubaka était déjà loin en dessous, utilisant la propre sécurité de l'ennemi comme un bouclier magique. Trop facile. Le pilote a stabilisé la bête à 5 mètres du sol. Cible en vue, le radar Podlet K1. Le gros cerveau de l'opération, celui qui balançait les infos de ciblage à tout le monde sur 200 km à la ronde. C'est là que les doubles canons de 30 mm du système ennemi ont craché le feu. Mode panique activé. 5000 balles à la minute par canon. Les mecs essayaient de construire un mur de plomb géant face à la menace. Le tireur d'en face, en pleine sueur, a tenté la fameuse tactique de la boîte. En arrosant des zones rectangulaires entières là où le drone était censé se trouver, un vrai travail de peintre en bâtiment. Mais voilà, leur système de tir souffrait d'un lag monumental. Le genre de ping qu'aucune mise à jour ne peut sauver. Il fallait 1,5 secondes au processeur pour faire ses maths, plus 0,5 secondes pour faire tourner la grosse tourelle. Et encore 1,5 secondes pour que les balles parcourent les 2 km. Le temps de se faire un café quoi. Bilan des courses, un lag total de 3,5 secondes. Une éternité dans ce jeu de la mort. Alors, notre pilote de génie a juste zigzagué toutes les 2 secondes. L'ordinateur ennemi passait son temps à résoudre des problèmes de géométrie périmée. Skill issue total. Le Rubaka a traversé ce stupide rideau de balles et s'est écrasé de plein fouet contre l'antenne radar. Bam, dans le mille. La charge creuse a pété, déclenchant le fameux effet Munro. Attention, instant science de la mort. C'est ce truc de fou où l'explosion écrase un cône de cuivre pour le transformer en un jet hypersonique d'apocalypse. Elle le fait même pas fondre. Ça le déforme sous une pression tellement monstrueuse que ce bout de métal ultra solide se met à couler comme un vulgaire liquide. La magie de la destruction. Traversant le blindage comme une aiguille dans du papier toilette à la vitesse d'Inde de 7000 mètres par seconde. Ce crachat de métal a troué l'antenne et carbonisé toutes les unités de calcul sur son passage. Game over. Il est même ressorti par le mur du fond, se dispersant dans un magnifique feu d'artifice de cuivre en fusion. Quel spectacle! Avec le radar principal réduit en bouillie fumante, le deuxième Rubaka est entré dans la danse, verrouillant ce bon vieux radar d'alerte P18 Spoonrest qui traînait dans le coin. L'équipe ennemie a basculé sur la caméra thermique de secours, mais pas de bol, Lob avait préparé un petit troll météo, l'inversion de température. Un phénomène vicieux où une couche d'air bien frais se retrouve coincée sous une énorme couette d'air chaud. Résultat, un brouillard thermique de folie et de fausses signatures de chaleur qui pop de partout. Le pire cauchemar d'un capteur. En plus, les petits moteurs électriques de notre drone étaient de vrais ninjas thermiques. Ils ne dégageaient presque rien. À peine 10 degrés de plus que la température ambiante. Autant dire qu'il était invisible dans ce bazar. Surtout avec la mer qui se réchauffait au matin et qui gardait toute la chaleur de la veille comme une grosse bouillotte. Sur l'écran de l'ennemi, le drone n'était qu'une vague petite tache froide et ridicule. Qui disparaissait purement et simplement quand il survolait des bouts de terre un peu plus frais. Mode furtif absolu. Leur pauvre algorithme de traitement était conçu pour chasser de gros réacteurs d'avion bien juteux, des cibles qui brûlent à 600 degrés. Forcément, il était totalement incapable de verrouiller une différence de température aussi minable. Totalement désespéré, le tireur a juste balancé une spirale de balles au pif. Un magnifique spray and pray de gros noobs. Le balayage commença depuis la dernière position connue du drone, s'étendant frénétiquement vers l'inconnu. Cette technique du tir à l'aveugle, parfait contre un hélicoptère aussi lourd qu'un boss de bas niveau incapable d'esquiver. Mais notre petit drone, il pivota de 90 degrés en une fraction de seconde, une agilité purement cheatée. Bilan de l'opération, 5000 munitions gaspillées
pour un magnifique 0 pointé au compteur des touches. Le Roubacar frappa le radar P18 en plein dans le mille. Coup critique, 200 km de couverture radar effacée de la carte en un clin d'œil. Les deux yeux principaux détruits, la corvette stationnée à 4 km des côtes venait de perdre tout son réseau d'alerte. Sans le podlet et le P18 pour assurer la détection magique et le pistage initial, le navire se retrouvait plongé dans un brouillard de guerre, son propre radar pitoyablement limité à la ligne d'horizon. Autrement dit, son champ de vision était réduit à un misérable rayon de 40 km, laissant à l'équipage moins de 2 minutes pour paniquer face à la menace qui rasait les flots. Le bouclier absolu qui protégeait la corvette venait tout simplement de voler en éclats. Ce monstre d'acier qui se croyait intouchable n'était plus qu'une proie aveugle et isolée au milieu de l'océan. Bip, bip, le radar de la corvette détecta enfin les drones en approche à seulement 4 km. Mais sur l'écran, c'était le chaos, de vrais fantômes numériques clignotant au rythme des vagues, défiant toute logique. L'équipage russe faisait face à une quête de rang S littéralement impossible à résoudre. Comment distinguer un drone volant à 3 mètres d'altitude de vagues hautes de 2 mètres. Les deux renvoyaient la même signature radar. Et le fameux effet Doppler? Ce truc censé isoler les cibles en mouvement, un échec total. Les drones s'amusaient à varier leur vitesse entre 80 et 120 nœuds, cassant l'algorithme. Le filtre anti-span de l'ordinateur central, pourtant conçu pour ignorer les simples éclaboussures de la mer, se mit stupidement à effacer les véritables menaces de l'écran. Un bug magistral. Un balayage sur proie, les drones s'évaporaient totalement du système. Magie de l'incompétence technologique. L'intelligence artificielle ayant fièrement décidé que c'était juste de faux signaux. Bravo le processeur. Mais cela n'allait pas empêcher l'équipage russe de jouer son ultime carte. L'heure de la dernière ligne de défense avait sonné. Le système AK-630 M2 Duet se mit à tourner dans un hurlement mécanique assourdissant. Une pluie infernale de 10 000 balles par minute cracha des doubles canons rotatifs de 30 mm, un vrai déluge d'acier. L'ordinateur de tir se mit à surchauffer, tentant de calculer les trajectoires d'interception avec le mythique filtre de Kalman. Vous savez, ce truc mathématique complexe qui tente de deviner la future position d'une cible en mixant son passé et son présent? Un peu comme essayer de deviner dans quel mur on va s'écraser un conducteur ivre qui zigzague sur l'autoroute. En faisant une moyenne entre ce que vos yeux voient et ce que la physique autorise, mais les pilotes de drones derrière leurs écrans s'amusaient à pulvériser ces calculs savants. Comment? En balançant des commandes totalement aléatoires toutes les 2 secondes. Un pur mouvement de joueur troll. Le système Duet avait été forgé pour abattre de majestueux missiles P270 Mosquite. Des monstres de 3000 kg aux trajectoires toutes tracées. Pas pour chasser des moustiques mécaniques de 150 kg au mouvement erratique. C'était littéralement comme sortir une masse d'armes géantes pour écraser un colibri sous amphétamine. L'ordinateur accusait un lag de 3 secondes et demie pour générer une solution de tir valide. Mais vu que nos drones changeaient de cap toutes les 2 secondes, les maths finissaient toujours dans le décor. Échec critique. Loin d'être découragé par ces tirs dans le vide, la corvette mansa son sort de confusion. Le système de leur PK-10 entra en scène. Des milliers de bandelettes d'aluminium taillées chirurgicalement à la moitié de la longueur d'onde du radar, capables de simuler une présence radar bien plus massive que nos petits drones, l'art de l'illusion à l'état pur. En quelques secondes, le système s'emballa. Des centaines de faux clones numériques fleurirent sur tous les écrans dans un rayon de 50 km. Contre des missiles guidés par ordinateur, cela aurait créé une muraille de confusion impénétrable, la défense parfaite. Mais contre des pilotes humains, les yeux rivés sur des écrans haute définition, ça ne créait rien d'autre qu'un feu d'artifice bon marché brillant sous le soleil matinal. Jolie cinématique, mais c'est tout. Nos opérateurs esquissèrent un sourire moqueur, ignorèrent le spectacle son et lumière et gardèrent leur cible verrouillée dans le viseur. Pris de panique absolue, le navire activa sa phase finale. La suite de guerre électronique TK-25E entrait dans la danse mortelle. 200 watts de pure rage électronique, un brouillage massif balayant le spectre de 20 MHz à 40 GHz. De quoi griller le cerveau de n'importe quel petit drone télécommandé ordinaire. En théorie, le lien de contrôle aurait dû être pulvérisé sur le champ. Un game over immédiat pour la machine. Mais voilà le twist comique de l'histoire. Nos petits drones ukrainiens possédaient une compétence passive totalement abusée. Le saut de fréquence à spectre étalé. Ils bondissaient allègrement entre 128 canaux par seconde.
Une danse pseudo-aléatoire chaotique dont seuls l'émetteur et le récepteur connaissaient la chorégraphie secrète. Le brouillage surpuissant de l'ennemi, il a juste réussi à érafler quelques sauts au passage, provoquant de mignonnes petites chutes d'image et une légère pixelisation de l'écran. C'était presque pathétique. Slash leur attaque de zone n'a jamais pu bloquer assez de canaux consécutifs, Slash pour oser briser la connexion. La qualité visuelle a dégringolé bien sûr Slash, passant d'un sublime 1080p à un modeste 480p. Super agaçant pour les yeux des pilotes, on se croyait revenu sur de vieilles consoles rétro, mais l'interface restait 100% jouable. Sentant venir la catastrophe, le capitaine de la corvette ennemie a paniqué. Il a hurlé l'ordre d'enchaîner des manœuvres en S à vitesse maximale. Dommage pour lui, les lois de la physique n'ont jamais eu le sens de la négociation. Ce monstre de 949 tonnes avait besoin de 15 longues secondes pour simplement pivoter de 30 degrés. Le drone, lui, il se contentait de 50 minuscules millisecondes, un véritable speedrun. Notre opérateur vedette aux commandes du drone principal Bobber a souri. Il a lu les mouvements du navire comme le script d'un jeu prévisible, calant son assaut parfait au beau milieu du temps de recharge entre deux lourds virages. Arrivé à 500 mètres de sa proie, le joueur pro a désactivé l'assistance. Slash passage en contrôle manuel complet pour affronter le boss. Noma Radar remplissait littéralement son écran. Slash 6 mètres d'équipements électroniques vitaux. Slash brillant comme une gigantesque cible peinte en rouge. Les redoutables canons duettes du navire, une conception hilarante qui les empêchait de s'incliner sous la barre des moins 5 degrés. Et avec une distance de 200 mètres pour seulement 3 pauvres mètres d'altitude, merci la magie de la trigonométrie, le drone volait tranquillement bien en dessous de leur ligne de tir. Les marins désespérés ont commencé à arroser depuis le pont Slash avec leur mitrailleuse PKM Slash. Mais ils affrontaient un ennemi invisible, le lag du corps humain. Le petit bolide traversait leur champ de vision, Slash en a misérable 0,8 secondes. Sauf que le cerveau humain réclame déjà 0,2 secondes, Slash rien que pour faire le point sur une cible mobile. Ajouter 0,3 secondes pour suivre le mouvement, Slash, et encore 0,2 secondes pour viser, Slash. Les pauvres PNJ étaient complètement hors tempo. Le temps de presser la détente, l'engin avait déjà avalé 100 mètres de plus. Ils tiraient littéralement dans le vide, chassant des images fantômes gravées sur leur propre rétine. Coup critique, Slash, le premier bobber s'est fracassé violemment contre le mât en pleine face. Écran noir pour le navire de guerre. Absolument tous les radars, systèmes de communication et liaison de données ont été instantanément débranchés. Impossible de lancer le moindre missile. Ce léviathan des mers venait d'être rétrogradé au rang de gigantesque canard en plastique flottant dans son bain. C'est là que le second bobber est entré en scène, plongeant droit sur le flanc bâbord de la corvette avec un angle d'attaque vicieux de 30 degrés. L'opérateur ciblait la faille parfaite, le point faible ultime, la jonction entre les cadres 44 et 52, là où le trésor des missiles se cachait derrière seulement 15 minables millimètres d'acier. À 100 mètres du point d'impact final, Slash, le sniper aux commandes, a effectué sa micro-correction décisive. Il a mentalement calculé la dérive de 8 nœuds du navire, ainsi que son inclinaison pathétique de 3 degrés causée par ce virage de l'angoisse. La chargeuse devait percuter avec un angle miraculeux d'exactement 92 degrés pour percer. 1 mm de travers et l'attaque rebondirait lamentablement. Un angle trop plongeant et toute l'énergie du coup serait gaspillée. Notre héros avait poncé ce niveau, répétant cet instant d'immersion 500 fois dans les abysses du simulateur. Mais la dure réalité possède toujours un moteur physique unique. Slash des variables sournoises impossibles à coder. Ses propres mains qui tremblaient sous un tsunami d'adrénaline et les embruns salés qui venaient salir sans pitié l'objectif de sa caméra. Sans oublier cette pression dantesque pesant sur ses épaules. Slash, un simple échec de sa part laisserait pleuvoir d'autres puits de feu calibre sur ses camarades. Frappe chirurgicale absolue. Slash, le bobber s'est encastré avec une précision divine. Slash, pile sur la cloison avant de la poudrière. Explosion d'aura. La charge a vomi un jet de métal en fusion, projeté à la vitesse délirante de 7000 mètres par seconde. Les prétendus 15 mm de blindage en acier, ils ont fondu face à l'attaque comme du vulgaire papier toilette mouillé. Le dard flamboyant a percé sans aucune hésitation, pulvérisant un véritable déluge de cuivre en fusion Slash en plein cœur des munitions stockées et des organes vitaux des missiles.
Combo dévastateur / l'onde de choc de l'explosion a éventré 3 systèmes cruciaux en même temps. Du fluide hydraulique pressurisé à 3000 PSI/A éclaboussait les tableaux électriques comme une fontaine mortelle. Des arcs électriques de pure fureur ont dansé, déclenchant un incendie instantané. Les conduites de refroidissement ont explosé le désespoir, vomissant d'infâmes vapeurs toxiques dérivées de l'hydrazine. Mais le détail le plus ironique dans cet enfer, les dispositifs de sécurité des ogives ont décidé de lâcher l'affaire et de se déconnecter, laissant 8 redoutables missiles calibre / totalement armés, impatients mais tristement bloqués là comme des figurants inutiles. Certes, la corvette ennemie n'a pas coulé vers l'au-delà ce jour-là, mais elle a dû ramper vers le port pendant 12 heures humiliantes, sa coque noircie arborant de jolis trous béants aux yeux du monde. Nos diagnostics des mécaniciens de la guilde / 18 longs mois de convalescence au grand minimum. Score final de la partie, des opérateurs calés dans leur bunker à 300 km de là venaient de humilier un monstre des mers à 500 millions de dollars simplement en bidouillant quelques pièces commandées sur internet. Quel troll légendaire! L'explosion initiale? Oh, ce n'était que l'amuse-bouche d'une catastrophe bien plus savoureuse. Dans les entrailles du navire, les équipes de secours fonçaient vers le compartiment 4 comme des PNJ vers leur funeste destin. Sauf qu'ils ne combattaient pas un simple incendie. Ils affrontaient le boss final, la chimie. Nos brillants ingénieurs avaient conçu la superstructure en alliage d'aluminium et de magnésium pour l'alléger. Un coup de génie, non? Sauf que cette merveille s'enflammait joyeusement à plus de 1200 degrés Celsius, créant un feu de métal de classe D qui rigolait bien fort face aux lances à eau standard. D'ailleurs, quand l'équipage paniqué a braqué ses lances sur les cloisons en fusion, la chaleur infernale a tout simplement désintégré les molécules d'eau en mode dissociation thermique. Boum, séparation express en hydrogène et en oxygène au contact du métal en ébullition. Félicitations les gars, vous venez de nourrir le feu avec du carburant de fusée pur et dur. Au lieu d'éteindre l'incendie, ils ont transformé le couloir en un véritable fourneau de l'enfer. Et les conduits d'aération censés apporter une douce brise fraîche aux équipements sensibles, ils ont décidé de se la jouer cheminée express pour l'occasion, livrant des vapeurs toxiques d'hydrazine et des gaz mortels directement dans le centre de commandement, service compris. Le capitaine regardait ses écrans tactiques pignoter et rendre l'âne un par un en suant à grosses gouttes. Et le comble de l'ironie, ce n'était même pas la faute de la frate de drone ennemi, non. C'était les batteries de secours en argent-zinc qui avaient décidé de péter un plomb et d'atteindre leur seuil critique. Au final, ce n'est absolument pas la charge explosive de l'adversaire qui a expédié ce fier navire à la casse pour toute l'année suivante. C'était l'implacable, l'indiscutable et la très cruelle loi de la thermodynamique. Le coup de grâce ultime, se faire trahir par ses propres matériaux ultra technologiques. Fin de partie.